La revue de presse avec vous, Hélène Frade, bien sûr, comme tous les jours dans Paris Direct. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Dans la presse, les réactions très partagées au pacte de Glasgow, le texte final de la COP26 qui a été adopté ce week-end en Écosse. Et une COP qui se termine par un flop. Le quotidien français Libération parle d'un texte décevant qui se contente de recommandations timides en termes d'objectifs et qui favorise, selon lui, les pays riches au détriment des pays les plus pauvres. Un pacte loin de rassurer sur le maintien du réchauffement à 1,5 degré d'ici la fin du siècle ou l'émergence d'une solidarité entre les pays du Nord et ceux du Sud. Le degré zéro de l'ambition, des mesures minimales, l'humanité. Autre quotidien français dénonce une lenteur criminelle face à l'urgence climatique. Un accord en mal d'ambition, même son de cloche du côté du quotidien belge Le Soir qui évoque un accord fragile et largement inachevé. Un accord présenté, on l'a vu, la voix tremblante et les larmes aux yeux par Alok Sharma, le président de cette COP26, qui s'est dit profondément désolé pour les changements de dernière minute introduits par l'Inde et la Chine sur la question des énergies fossiles. D'où le dessin de Blower où l'on voit Alok Sharma toujours pris pour cible par les délégations chinoises et indiennes qui lui jettent leur boulet de charbon à la figure. Et qu'en disent précisément les journaux indiens et chinois? The Hindu confirme le rôle joué par la délégation indienne qui a mis son veto pour que le texte final intègre le principe de réduction plutôt que d'une sortie du charbon. The Times of India, quant à lui, tente de désamorcer les critiques en pointant du doigt les pays riches, beaucoup plus prompt, selon lui, à désigner des coupables qu'à dégainer leur carnet de chèques pour financer la transition écologique des pays les plus pauvres. Des pays riches qui doivent leur richesse précisément aux énergies fossiles et sont donc logiquement mieux armés, mieux équipés pour se tourner aujourd'hui vers les énergies renouvelables. En Chine, The Global Times mentionne lui aussi la façon dont les médias occidentaux auraient commencé à réprimander la Chine et l'Inde pour avoir affaibli leur engagement à sortir du charbon. Une position hypocrite selon le journal officiel. Le jeu des reproches et des critiques mutuelles, on l'entend, va bon train. Et pendant ce temps, la Terre trinque. Et c'est à voir, enfin, Pauline, avec le dessin de Brian Adcock, à la vôtre, dit la planète, dont la coupe est déjà pleine. À la une également, on en parlait dans le journal, l'entrée en vigueur à partir d'aujourd'hui d'une mesure inédite en Autriche, le confinement des personnes non vaccinées au Covid-19 pour endiguer la flambée des nouveaux cas. D'après Der Standard, vous l'avez dit également, les personnes non vaccinées de plus de 12 ans n'auront pas le droit de quitter leur domicile, sauf pour faire leurs courses, du sport ou pour des soins médicaux. Une mesure jugée toutefois insuffisante par les experts autrichiens qui préviennent que ces effets seront, je les cite, à peine perceptibles. Ils demandent une réduction généralisée des contacts, y compris pour les personnes vaccinées. En Allemagne, où l'épidémie s'emballe aussi, les autorités ont également annoncé des tours de vis dans les régions les plus touchées. Et Der Tagesspiegel annonce également ce matin l'examen dans les prochains jours d'un projet de loi pour un retour massif au télétravail. Un mot du retour sur le devant de la scène politique de Saïf al-Islam, le fils de l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Il a annoncé hier sa candidature à la présidentielle qui est prévue pour le 24 décembre prochain. Le fils Kadhafi, candidat à la présidence, The Financial Times indique que Saïf al-Islam, j'en perds mon latin, est apparu publiquement hier pour la première fois depuis une décennie, vêtu d'une robe libyenne traditionnelle avec un turban sur la tête et arborant une barbe, dans les locaux de la commission électorale de la ville de Sabha. C'est dans le sud du Sahara libyen où il disposerait du soutien de groupes locaux, des groupes qui partageraient avec une partie des Libyens la nostalgie de l'ère Kadhafi perçue comme plus stable que le chaos actuel. Le journal Al Arabi Al Jadid, panarabe de Londres, voit dans la candidature de Saïf al-Islam, je cite, une avancée de la contre-révolution en Libye. Une manifestation, je cite toujours, de l'absurdité de la politique libyenne, en rappelant que le fils de Kadhafi est toujours poursuivi par la Cour pénale internationale, qui a émis un mandat d'arrêt contre lui pour crimes contre l'humanité commis lors de la révolution de 2011. Et il rappelle également qu'il est poursuivi aussi par la justice libyenne. Dans son pays, effectivement, on y reviendra à 7h40 dans le décryptage avec Gauthier Rebinski. On ne se quitte pas là-dessus, Hélène. Il ne faut jamais désespérer de rien, bien sûr, Pauline, quoique.
Le site Slate raconte l'étonnante histoire de Theodore Joseph Conrad, un employé de banque américain qui avait dérobé l'équivalent d'1,5 million d'euros. C'était il y a 52 ans dans une banque de Cleveland, c'est dans l'Ohio. 52 ans plus tard, la police américaine vient enfin de l'identifier. Le problème, c'est que Theodore Joseph Conrad est décédé en mai dernier à l'âge de 71 ans, c'est-à-dire quelques mois seulement avant la résolution de cette enquête. Et voilà, merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse.